Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé ce matin la 7e séance du Conseil des ministres au palais présidentiel. Et un Africain a été désigné meilleur enseignant au monde. Et nous reviendrons bien sûr sur cette information dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 7e séance du Conseil des ministres où 4 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concernait donc un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi portant sur le code du travail. Également une question relative à un projet de décret modifiant certaines dispositions fixant le régime des congés et absence des fonctionnaires. Le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, nous fait le compte-rendu de la séance. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, s'est tenue la 7e séance du Conseil des ministres en ce mardi 26 mars 2019. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 133 du 28 janvier 2006 portant Code du travail en République de Djibouti. En effet, en reconnaissance de tout ce que la République de Djibouti doit au combat et à l'engagement de la femme, le président de la République a décidé l'extension des congés pour couche et allaitement accordés à la femme enceinte de 14 semaines actuellement à 26 semaines. En effet, les besoins de la femme qui occupe de plus en plus de responsabilités dans le corps social ont évolué et la femme doit bénéficier de plus de temps pour appréhender et mener son projet de maternité dans de meilleures conditions. Cette vision va compléter la politique de protection sociale impulsée par le président de la République à travers l'assurance maladie universelle. En effet, le délai de congé de 26 semaines est en phase avec les pratiques internationales et Djibouti a pour ambition de s'ériger parmi les pays de référence en matière de droits concédés au genre. La deuxième question est relative à un projet de décret modifiant certaines dispositions du décret 83-104 du 4 septembre 1983 fixant le régime des congés et des absences des fonctionnaires. Ce projet de décret vise en l'application de la loi portant modification du Code du travail et relatif aux nouvelles dispositions concernant le congé de maternité que je viens d'évoquer dans la première question. Il s'agit en effet de prendre en compte les nouvelles dispositions portant congé pour couche et allaitement pour les fonctionnaires. Vous l'aurez compris, donc, c'était un compte-rendu qui nous a été fait par le ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement par intérim, Moumin Ahmed Cheikh. Poursuivant donc la séance, la troisième question donc, du Conseil des ministres d'aujourd'hui a concerné également un projet de loi portant ratification de l'accord intergouvernemental du projet de pipeline de gaz naturel déterminé à renforcer l'intégration régionale en matière d'énergie. Et enfin, la quatrième et dernière question a concerné un projet d'arrêté délimitant la zone de servitude et de passage du tracé du pipeline gazier Djibouti-Éthiopie allant du Galilée jusqu'à l'usine de liquéfaction du gaz naturel située à Damerjog. Réécoutons le porte-parole du gouvernement par intérim. La deuxième question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord intergouvernemental du projet de pipeline gazier entre la République de Djibouti et l'Éthiopie. Déterminée à renforcer l'intégration régionale en matière d'énergie, la République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie ont signé le 15 février 2019 à Addis Abeba l'accord intergouvernemental relatif à la construction et à l'exploitation du pipeline gazier transfrontalier Djibouti-Éthiopie. Les deux pays ayant signé cet accord intergouvernemental, en plus de générer une synergie au niveau régional, entendent tirer profit de nombreux avantages de ce projet.
Pour l'Éthiopie, l'enjeu est essentiellement de parvenir à l'exploitation de ses ressources naturelles extractives en acheminant du gaz naturel via Djibouti vers des pays tiers demandeurs de cette énergie largement utilisée à l'échelle planétaire. L'accord ainsi conclu entre les deux nations sœurs pose les bases de leur coopération ainsi que les principes devant régir tous les contrats afférents à la construction du gazoduc Djibouti-Éthiopie. En outre, l'accord précise l'obligation de créer un comité bipartite habilité par les deux parties chargé de superviser la mise en œuvre du dit accord et de veiller à la réussite du projet. La quatrième question concerne un projet d'arrêté délimitant la zone de servitude et de passage du tracé du pipeline gazier transfrontalier Djibouti-Éthiopie allant de Galilée jusqu'à l'usine de liquéfaction du gaz située à Damerjo. En fin de séance, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles a fait un compte-rendu de la tournée qu'il a effectuée à Accra au Ghana et à Lagos au Nigeria. Au cours de cette tournée, le ministre a rencontré son homologue et a visité des dépôts de stockage de produits pétroliers. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait un compte-rendu de la réunion annuelle avec la délégation de l'Union européenne dans le cadre du dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne, le 24 mars 2019. Au cours de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et les représentants de l'Union européenne se sont félicités de l'excellence des relations entre les deux parties et en outre ont passé en revue les projets de développement en cours et à venir dans le cadre du Fonds européen de développement. Et enfin, le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a fait un compte-rendu des activités de contrôle du marché du travail que son équipe a menées du 24 au 25 mars. L'objectif de ces contrôles était de vérifier la conformité des conditions de travail pour les travailleurs étrangers et nationaux avec la législation du travail et la sécurité sociale dans tous les secteurs d'activité. Également dans l'actualité, à l'instar du reste du monde, Djibouti a célébré dimanche la journée mondiale de lutte contre la tuberculose au Djibouti Palace au Kempinski. Placée sous le patronage du ministre de la Santé, la cérémonie a réuni les représentants des principaux organismes onusiens et partenaires techniques tels que l'OMS, l'OIM, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'ONU-SIDA ou encore le PNUD. À noter également la participation de l'ensemble des acteurs communautaires et de professionnels de la santé en charge de la lutte contre la tuberculose à Djibouti. Sous le slogan « Mettre fin à la tuberculose, il est temps d'agir », les différentes interventions se sont concentrées sur les avancées et les progrès réalisés dans la lutte multiforme contre la tuberculose à Djibouti. Ainsi, les discussions ont ainsi permis de cerner les défis qui restent à surmonter en mettant en lumière les perspectives d'action à mener pour éradiquer définitivement cette maladie. Accélérer les efforts de lutte contre la tuberculose pour réaliser d'encore meilleurs indicateurs. Soyons ambitieux, mettons fin à la tuberculose, il est temps d'agir. Œuvrer pour une réduction de la mortalité de 75% sur les 5 prochaines années avec une réduction des nouvelles infections de 50% sur la même période. Assurer que 90% des personnes atteintes de tuberculose seront diagnostiquées à l'aide des diagnostics rapides recommandés par l'OMS et que 90% des personnes atteintes de tuberculose sont en mesure d'accéder au traitement, y compris des schémas les plus récents, meilleurs et plus sûrs pour les personnes atteintes de tuberculose pharmaco-résistante. Et pour sa part, le ministre de la Santé a insisté sur l'urgence que requièrent les actions à réaliser pour honorer les engagements pris par les dirigeants mondiaux pour élargir l'accès au traitement. On écoute le ministre. Cette journée nous offre l'opportunité de sensibiliser notre population et public sur les conséquences sanitaires et socio-économiques de cette maladie et de rappeler les uns aux autres à une vigilance accrue.
Elle constitue également pour nous l'occasion de faire un bilan sans concession et des actions de lutte, des moyens supplémentaires à mobiliser pour intensifier les actions visant à mettre fin à l'épidémie de la tuberculose. Le slogan retenu au niveau international cette année, « Il est temps d'agir », insiste sur l'urgence que requièrent les actions à réaliser pour honorer les engagements pris par le dirigeant mondial. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens WARF, représentant la République de Djibouti, a participé à la conférence ministérielle africaine sur l'appui de l'Union africaine en processus politique des Nations Unies sur les différends régionaux sur le Sahara qui a eu lieu à Marrakech le 25 mars dernier. Dans son allocution, le ministre Moumin Hassan Berri a remercié le Royaume du Maroc pour l'accueil chaleureux et fraternel qui a été réservé à la délégation djiboutienne et a salué l'excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti, tout en soulignant les liens historiques et culturels qui lient les deux peuples et pays frères. Enfin, la conférence est clôturée par l'adoption unanime de la déclaration de Marrakech qui soutient le règlement de ces différends par la voie pacifique par l'ensemble des États représentés, soit 38 États. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédé, a reçu dans son cabinet le directeur de projet des affaires techniques du Centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique et l'ingénieur Majed Karamoudine Mahmoud. Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté du renforcement de la collaboration entre le Centre régional des énergies renouvelables et le ministère de l'Énergie afin de développer les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et de promouvoir les projets d'électrification rurale. Les discussions ont porté également sur plusieurs axes, dont le plus important, la mise en œuvre des projets pour le développement des programmes d'électrification rurale afin d'obtenir des opportunités de financement des diverses institutions du développement international dans le secteur de l'énergie. L'atelier de 2 jours qui portait sur la présentation et la validation de la feuille de route et des stratégies du secteur de l'énergie s'est clôturé. Cet atelier portait sur la mise en place d'une stratégie efficiente qui permettra donc à la République de Djibouti de profiter à son tour du développement de son potentiel en énergie propre. Notons au passage que cette stratégie nationale répond aux objectifs multiples qui permettent la mise en œuvre de la vision 2035 et des objectifs de développement durable à Djibouti. Et à la fin de ces 2 jours d'activité, s'est tenu des discussions et des échanges des différents participants afin d'échanger sur les questions posées lors des interventions sur les stratégies mises en place pour l'électrification rurale, la maîtrise de l'énergie et la géothermie. Sectoriel en géothermie, en production de manière globale. À cette occasion a été rappelé les différentes lois qui ont été votées récemment, notamment la loi IPP, la loi qui permet de libéraliser la production en énergie. C'est une grande étape dans notre politique énergétique, c'est-à-dire que cette loi permet à tout un chacun de produire de l'énergie à Djibouti. Après, évidemment, la signature d'un contrat d'achat avec les DD, c'est-à-dire qu'ils doivent revendre à les DD, parce que les DD gardent encore l'exclusivité de la distribution et de la revente de l'énergie, d'électricité à Djibouti pour des raisons techniques, évidemment, et des cohérences globales du réseau. Il a été aussi présenté lors de cet atelier la politique qui a été mise en place pour l'élaboration et la rénovation du transport d'électricité, de la distribution d'électricité. Aussi, aujourd'hui, on a eu l'occasion d'écouter la politique, la stratégie qui a été mise en place avec les soutiens de l'Union européenne en électrification rurale, les domaines, enfin les parties du pays qui ne sont pas connectées au réseau national. Dans le cadre des préparatifs du mois béni du Ramadan, le secrétariat d'État aux affaires sociales a organisé aujourd'hui une réunion de concertation pour les activités du mois béni du Ramadan. Cette réunion annuelle a vu la participation de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mona Ousmane Aden, des cadres du secrétariat d'État ainsi que des cadres des ONG arabes et nationales. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de l'ensemble des participants sur l'importance et à octroyer donc de l'aide aux plus démunis. Il a été également question de discuter de
la démarche méthodologique et de l'organisation de la distribution des aides, notamment les vivres alimentaires. Et donc c'est ainsi que la secrétaire d'État a précisé qu'il ne s'agit pas seulement de donner des vivres alimentaires pour lutter contre la pauvreté, mais qu'il est question également de proposer aux jeunes filles des familles démunies à bénéficier de différentes formations professionnelles, en espérant que cela va changer leur mode de vie et celle de leur famille. Et pour en conclure, Mme Mamouna Ousmane Aden a invité ses partenaires arabes à visiter les guichets sociaux à proximité afin de voir l'état d'avancement du travail, les nombres des personnes consultées par jour et enregistrées dans la base de données du registre social. Le secrétaire général du ministère chargé du commerce, Ali Daoud, a reçu une mission de cadrage, d'appui à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale et africaine, composée d'un chef de division du bureau économique et d'un consultant international. La délégation s'est donc entretenue avec le secrétaire général du ministère du commerce ainsi qu'avec le directeur du commerce extérieur et de l'intégration régionale. La délégation a félicité la République de Djibouti par la ratification de la zone de libre-échange continentale et africaine et tous les progrès qui ont été réalisés. La mission séjournera à Djibouti du 25 au 27 mars et discutera avec les parties prenantes du secteur public et du secteur privé afin de prendre en compte les défis et d'adapter la stratégie nationale sur la zone de libre-échange continentale et africaine. En nouvelle nationale, toujours, les opérations de contrôle des institutions privées menées par l'inspection générale du travail et des lois sociales, la CNSS et la NEFIP, se sont poursuivies hier dans la capitale. Repartis en 5 équipes, ces agents ont inspecté des entreprises mais aussi des ONG. Le centre-ville n'a pas été en reste, où des établissements hôteliers ont été passés au crible. Ces contrôles ont porté sur le respect de ces sociétés en matière de déclaration auprès de la NEFIP et de la CNSS, de leurs salariés locaux comme employés étrangers, des déclarations de salaire et les paiements des cotisations sociales. Les agents de contrôle se sont également penchés sur les conditions de travail des employés et les moyens de protection et de sécurité. La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, a présidé ce matin une émission consacrée à l'exécution de travaux de nettoyage et d'embellissement de l'avenue Cheikh Hamad, communément appelée avenue 13. Cette réunion a regroupé plusieurs commerçants de cette avenue. La maire de la ville de Djibouti a exhorté ainsi les commerçants de s'approprier, de s'impliquer massivement dans les actions communautaires, d'où la propreté qui est l'affaire de tous. Cette réunion consistait également à la réalisation des travaux d'assainissement et donc un assainissement destiné à arrêter les stagnations des eaux usées, le renforcement des effectifs des agents chargés de la circulation et le rétablissement des inspecteurs de la voirie. Et toujours en marge de la rencontre du dialogue politique avec le gouvernement djiboutien, la délégation de l'Union européenne conduite par Adam Koulash, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, a visité l'usine de dessalement de l'eau à Doralé. Cette délégation comprenait les ambassadeurs des pays amis, en l'occurrence l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Finlande et la Pologne. Ils ont eu une visite guidée et une projection sur l'état d'avancement de la construction qui est en phase finale. L'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Adam Koulash, s'est félicité de cette visite. Et notre projet phare, c'est pour ça qu'on a voulu que les ambassadeurs puissent voir à leurs propres yeux l'avancement des travaux. On vient d'apprendre que le projet avance bien. Tous les travaux liés à génie civil sont pratiquement finis. Ça manque juste quelques mois pour le finir complètement. Et très prochainement, ils vont déjà installer tout l'équipement technique nécessaire pour que l'usine puisse démarrer l'année prochaine. Les tuyaux sont déjà en construction, les travaux en mer vont se faire aussi prochainement. Alors l'eau va commencer à couler l'année prochaine et nous sommes très fiers de ça. Et pour sa part, le directeur de l'ONEAD, Mohamed Fouad, a souligné que les travaux sont en état d'avancement et que ce projet est en phase finale. On l'écoute. On est des ambassadeurs
Ils sont venus s'enquérir un peu de l'état d'avancement des travaux. Ils avaient été inquiets par rapport à ça et puis ils ont constaté que les travaux ont très bien avancé depuis un an et que nous sommes en phase finale. L'ensemble du génie civil est presque terminé, comme il a dit. On attend juste l'ensemble du procédé qui arrive d'Espagne pour être monté et puis démarrer les tests de l'usine. Nous sommes là également pour parler du développement de la seconde phase de l'usine des Salmons. Comme vous savez, c'est un financement européen. Et les ambassadeurs sont là pour étudier avec nous donc, la disponibilité financière pour réaliser cette deuxième phase, pour permettre à l'usine de passer de 22 000 à 45 000 m3 jour. Normalement, au milieu de l'année prochaine, nous allons pouvoir effectuer les premiers tests, Inch'Allah. Sport à présent, l'université de Djibouti a organisé hier après-midi la 12e édition du 10 km pour la session 2018-2019 au centre de recherche et des études de Djibouti. Le coup d'envoi a été donné par le président de l'université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, en présence du conseiller technique du ministre de l'enseignement supérieur, Dr Fahmi Ahmed. Les organisateurs avaient prévu donc 3 types de courses. La première formule donc destinée aux hommes courait sur une distance de 10 km. Elle a vu une participation record de plus de 200 athlètes. La seconde course de 5 km a été l'occasion de voir donc une centaine de jeunes filles prendre le départ avec la participation des étudiantes de l'université de Djibouti. Et enfin, la troisième course, qui a été l'événement marquant de la journée, a rassemblé plusieurs dizaines d'handicapés donc pour les 1,5 km. Notons que c'est la 7e fois que des handicapés participent donc à la course de l'université de Djibouti, une participation qui a été grandement saluée par le public présent tout au long du parcours. Rappelons que cette compétition est organisée chaque année par l'université de Djibouti. La 12e édition a été dominée principalement par les athlètes de l'université de Djibouti qui ont brillé notamment sur les 10 km, assurant ainsi le podium. Une importante cérémonie donc de remise de trophées, des médailles et des autres récompenses a eu lieu donc à l'issue de ces courses au beau milieu donc de l'université de Djibouti à Balbala. On prit part à celle-ci de nombreuses personnalités et invités. L'université de Djibouti donc était représentée par le président de l'université et les doyens des différentes filières et chefs de département et des étudiants universitaires ainsi que des heureux gagnants des différentes courses de cette 12e édition. Danse folklorique et chants et donc ont animé cette cérémonie de remise des trophées. Le chef de service sport, Karim Higley, nous a confié ses impressions à l'issue de cette compétition. Donc, cette année, c'est la semaine la semaine d'athlétisme. Voilà. Donc, dans cette semaine d'athlétisme, nous avons essayé de toucher à l'ensemble des activités athlétiques, à savoir 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres et 10 000 mètres pour les deux catégories, hommes et femmes. Donc le but de l'objectif cette année, c'est de détecter et de sélectionner, ça veut dire beaucoup de jeunes étudiants au niveau de l'université de Djibouti pour qu'ils soient un réservoir national pour le sport. Et pour sa part, le président de l'université de Djibouti, Dr Jama Mohamed, a prononcé donc un discours dans lequel il a remercié l'ensemble des participants et athlètes à cette 12e édition de 10 km organisée pour la 12e année consécutive par l'université de Djibouti. On l'écoute. Cette année a été surtout une semaine de sport, surtout d'athlétisme. Jusqu'à la 11e édition, on avait l'habitude de faire que les 10 km. Suite aussi aux doléances de certains de vos camarades étudiants, on a voulu élargir en faisant une semaine d'athlétisme. Mais ce qui est à noter, c'est que la participation a été très faible. Donc on souhaiterait peut-être que vous vous mobilisiez davantage, Inch'Allah, l'année prochaine, pour que surtout les petites courses de 100 mètres, 200 mètres, 800 mètres, il y ait plus de participants et surtout les filles, parce que honnêtement les filles manquaient à ces petites courses de fond. Donc mobilisez-vous les filles, parce que nous savons que vous êtes aussi capables que les garçons. Je voulais féliciter tous les participants aussi de cette semaine d'athlétisme, les athlètes, et surtout j'aimerais, et vous verrez, retenir un nom, c'est Hamza. Je pense que c'est au-delà de l'université, ce jeune homme, c'est l'avenir de l'athlétisme national et on souhaiterait que vous l'encouragiez, Inch'Allah.
Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Djibouti perd un grand homme politique et un célèbre chanteur. Il s'agit de Feu Abdou Hassan Boko qui nous a quittés aujourd'hui. La famille des parlementaires et les milieux artistiques sont très endeuillés par cette douloureuse disparition. Feu Abdou Hassan Boko laisse derrière lui une nombreuse famille. Homme de culture, artiste dans sa jeunesse, Feu Abdou Hassan fut parlementaire durant plusieurs années. En politique également épris des valeurs républicaines, de l'unité, de la fraternité. Le défunt Abdou Hassan Boko était dans sa jeunesse un célèbre artiste, chanteur et homme de théâtre. Il laisse derrière lui un riche répertoire de chansons et de pièces de théâtre que les Djiboutiens suivent toujours avec émotion. En cette circonstance douloureuse, le Premier ministre Abdelkader Kamil, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, les ministres de l'Habitat, des Transports, de la Culture et de la Décentralisation, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD, le chef de cabinet de la présidence et le secrétaire général de la primature, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, le préfet de la région du Dikil partagent tous la douleur de la famille et des proches du défunt Feu Abdou Hassan et adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à toute sa famille, au sultan de Gobaad, Habib Boko, et à ses proches et amis, ainsi qu'à la population de la région de l'unité d'où était originaire le défunt Abdou Hassan Boko. Tous prient donc le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent, le président du Mali promet justice et sécurité aux Peuls. Justice et sécurité, c'est ce que le président malien a promis aux habitants Peuls qui ont survécu au massacre commis dans le village d'Ogosagou. Après avoir envoyé une délégation gouvernementale de l'aide alimentaire, Ibrahim Boubacar Keïta s'est lui-même rendu dans le village dévasté où 160 habitants, hommes, femmes, enfants ont été tués samedi. Un bilan qui devrait encore s'alourdir selon les autorités. Juste après la tuerie, le président donc Keïta a limogé ses chefs d'état-major des armées de l'air et de terre et a annoncé la dissolution de la milice Dogon accusée de massacre. Le président malien s'est entretenu avec la communauté Peul et recueilli devant les fosses communes creusées pour les 3 victimes. Et enfin, le prix mondial de l'enseignant 2019 de la fondation Varkey revient à Peter Tabichi, un professeur kényan de mathématiques et de physique. C'était donc une grande première pour un enseignant africain. C'était donc dimanche dernier à Dubaï que le Kenyan Peter Tabichi a empoché $1 million et est entré dans l'histoire comme le tout premier Africain à décrocher le prix du meilleur enseignant au monde. Une distinction décernée chaque année par la fondation Varkey pour valoriser ce métier très souvent relégué au second plan dans certains pays. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également pour votre très aimable fidélité.